Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus dans votre émission La Diaspora. Je sais que vous êtes très nombreux pour suivre cette grande émission. Donc, comme vous êtes en train de voir, je suis là accompagné ce soir d'un invité de marque. Lui, on l'appelle Dr Raoult Didier. C'est lui qui est notre invité dans cette émission. Donc, il n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais il nous a quand même accordé cette interview pour que tout le téléspectateur de la chaîne de référence Antenne A puisse voir, et pourquoi pas la population congolaise qui a toujours demandé. Je peux dire que vraiment c'est une vedette en République démocratique du Congo, le docteur professeur Didier Raoult, que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission, professeur. Bonjour, merci de donner la parole. Et comme je venais de dire tantôt, que vous faites partie aujourd'hui d'un docteur qui a beaucoup de célébrités par rapport à vos interventions lors des Covid, plus particulièrement en Afrique. Vous avez aidé beaucoup de gens. Est-ce que cela vous est déjà arrivé entre vos oreilles par rapport à toutes les interventions que vous avez pu faire au niveau des réseaux sociaux? Ah oui, non, je sais que je suis populaire en Afrique moi-même. Je suis né au Sénégal et pendant 12 ans, j'ai eu un laboratoire de recherche au Sénégal qui travaillait sur les maladies infectieuses et sur la nutrition. Donc je sais ça, et donc j'ai eu beaucoup de retours très positifs d'Afrique. Ouais. Aujourd'hui, docteur, avec les recul, comment évaluez-vous la réponse scientifique, surtout française, à la pandémie de Covid-19? Écoutez, j'ai trouvé que les gens étaient trop nerveux et ne faisaient pas suffisamment de médecine. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à un moment à ce propos. En Afrique, personne n'aurait accepté, si vous voulez, de laisser sans que personne ne soigne quelqu'un qui était malade du Covid-19. On soigne les gens, on soigne toujours les gens. En France, nous, on avait au début des consignes en disant que les malades ne devaient pas se soigner et que les médecins ne devaient pas voir les malades. C'est une chose qu'on ne peut pas imaginer en Afrique, ça n'existe nulle part. Donc en Afrique, ça n'existait pas? Je crois pas. On donne des médicaments, éventuellement des médicaments traditionnels. On s'occupe des gens, mais on va pas laisser les gens à la maison mourir sans que personne ne les voie. Mais vous avez quand même appris qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup utilisé le médicament, je peux dire moderne. Ils ont plus utilisé les médicaments traditionnels et cela a fonctionné. Et vous, tant que scientifique, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette avancée africaine? Ben, vous savez, en réalité, les médicaments modernes n'ont pas marché du tout. Le Remdesivir est un médicament qui ne marchait pas. Nous, en France, ils en ont acheté beaucoup. Ils ont jeté les 3/4 de ce qu'ils avaient acheté. Le Paxlovid, on a jeté pour 135 millions d'euros à la poubelle de Paxlovid. Donc, si vous voulez, les médicaments modernes, actuels, on les a pas tellement utilisés en pratique. Hein. Docteur, selon vous, la recherche médicale a-t-il été instrumentalisé par des intérêts politiques ou économiques? Ah oui, les deux. Oui. C'est-à-dire que comment la santé publique, c'est toujours des décisions politiques, hein, par définition, et avec des gens qui s'engagent et qui ont l'impression que le monde repose sur leurs épaules, ce qui n'est pas vrai. Et puis, d'autre part, bien entendu, je pense que les vaccins contre le Covid, c'est le plus grand bénéfice de l'histoire de l'humanité en termes de pharmacie. Il n'y a jamais dans le monde on a vendu autant que les deux vaccins qui ont été vendus pour le Covid. Donc, bien sûr, les sources financières sont extraordinaires, mais un laboratoire comme Pfizer a fait une année un chiffre d'affaires en 2021 de 100 milliards de dollars et 120 milliards de dollars l'année suivante, dont plus de 35% de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est un truc, je sais pas, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de fou. C'est peut-être autant que le PIB du Congo. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est extraordinaire. Donc c'est un coût absolument extraordinaire, une puissance financière à laquelle on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à se situer en face de puissance financière de cette nature. C'est jamais arrivé. Ouais. C'est énorme, cette comment je peux dire, la somme qu'ils ont pu avoir par rapport au Covid. Donc aujourd'hui, docteur, vous pouvez dire que c'est les Covid, en quelque sorte, les gens ont marchandé ça. En tout cas, ils ont utiliser ces éléments-là. Il y a eu une chose qui était affreuse en Afrique d'ailleurs, c'est que on a su très rapidement qu'un des vaccins, le vaccin
anglais d'AstraZeneca donnait beaucoup de complications secondaires. Et donc, il y a beaucoup de pays. Le premier pays à l'avoir arrêté, c'est le Danemark. Ils en avaient acheté beaucoup et ils en ont fait don en Afrique noire. Ils ont fait les dons en Afrique noire. Ouais, les gens nous ont dit, vous foutez de nous. Vous nous envoyez les vaccins dont vous voulez pas parce que vous savez qu'ils sont mauvais. Donc c'est de la philanthropie qui est curieuse, ça, ouais. Docteur, que pensez-vous du rôle joué par les comités scientifiques dans les décisions gouvernementales? Je sais pas, vous savez, je crois qu'ils étaient plus, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu y rester, ils étaient plus à obéir à des décisions politiques qu'à prendre des décisions scientifiques basées sur de la connaissance, sur lesquelles il n'y avait rien qui laissait qui permettait de croire que les confinements à la maison ou les masques dans la rue servaient à quoi que ce soit. Donc c'était une opinion politique, c'était pas une décision scientifique. Cela vous a valu beaucoup de problèmes, mais surtout vous, avec votre pays. Oui, mais enfin, vous savez, moi j'étais d'une part, je suis pas un soldat, je suis pas censé obéir, d'une part, d'autre part, tout ce que j'ai dit, moi, c'est ce que j'observais des malades que je voyais, des gens que l'on traitait, donc c'était pas théorique, c'était pratique. Hein. Est-ce que lors de la crise, docteur, avez-vous été consulté par le gouvernement français? Est-ce que vous avez été consulté? Si oui, pour faire quoi? Sinon, pourquoi aussi on ne vous avait pas consulté? Au début, oui, parce qu'au début, d'abord, moi j'ai expliqué au plus haut niveau qu'il fallait faire des PCR, multiplier les PCR, et au lieu de faire quelques centaines de PCR, il fallait en faire des centaines de milliers. Ça, j'ai été entendu d'ailleurs. Hein. Ensuite, le président m'a demandé de l'aider à mettre en place les systèmes de séquences systématiques du virus du Covid qu'on était les seuls à faire avec l'Institut Pasteur, et donc la France avait un retard considérable en termes de nombre de séquences, alors que vous savez que, encore une fois, je connais bien Muyombe, pendant l'épidémie d'Ebola, les séquences sont faites au jour le jour à Kinshasa, vous le savez. Donc, j'avais même fait une publication dans laquelle je disais que par rapport à la population et le nombre de Covid, il y avait plus de 10 pays en Afrique qui avaient plus fait de séquences que la France, en proportion. Donc on avait un retard technique qui était considérable. Vous avez parce que là vous venez de citer le docteur Muyombe, vous avez des liens avec lui, vous vous côtoyez, vous vous appelez de temps en temps. Et qu'est-ce que vous voyez de plus d'intéressant chez le docteur congolais? Lui c'est un grand monsieur, c'est-à-dire qu'il a eu il a vu tous les éléments, les malades, 2, comment gérer la contagion, 3, la prise en charge, 4, maintenant le début des traitements par les anticorps monoclonaux. Donc c'est quelqu'un qui dans ce domaine-là a joué un rôle absolument essentiel. Donc il coche toutes les cases, depuis la médecine, la science, les décisions thérapeutiques, c'est un grand monsieur. Hein. Mais comme je venais de vous poser tout à l'heure lors de la conférence, docteur, vous avez vraiment défendu l'usage de l'hydroxychloroquine dès le début de la crise. Et puis, pensez-vous que son efficacité a été injustement écartée? Et je ne crois pas que le directeur de l'OMS éthiopien ait pu penser que l'hydroxychloroquine quand on prenait l'hydroxychloroquine, il y avait 10% de gens qui mouraient. Enfin, sinon, l'Afrique serait ravagée depuis très longtemps. Hein. Donc, il a supprimé ça, mais lui-même, il en prenait quand même dans sa chambre. Bien sûr. Sûrement, oui, vous le savez, ça, ouais. Ah ben oui, mais non, là, c'était juste pour, je sais pas moi, pour casser l'humanité, c'est ça? Je sais pas. Non, il a obéi. Il a obéi. Est-ce que, docteur, vous pensez que les gens qui sont le plus puissants, je peux dire, ce sont eux qui tapent la main sur la table sur toutes les organisations mondiales de la santé? Oui, et puis vous savez, ils donnent les quoi et les pourquoi. Moi, j'ai dit, je trouve que la puissance de l'industrie pharmaceutique et de Bill Gates à l'OMS est trop importante. Il faut s'en débarrasser. C'est eux qui décident à la fin. Vous savez, c'est ceux qui payent. Bill Gates, à lui tout seul, je crois qu'il fait 17% du budget de l'OMS. Le troisième, le plus puissant, c'est pareil, une association de l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez pas avoir... Ces gens vous tiennent. Si vous payez, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il faut bien trouver des alternatives à ça. Ouais. Pour vous, ça serait pas utile que cette organisation existe pour les docteurs?
Si aujourd'hui vous avez, je peux dire, une carte blanche, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette organisation? Je pense qu'il faut il faut reconstituer quelque chose basé sur la compétence, avec les financements qui soient des financements d'État, si vous voulez, et qui soient basés sur la compétence. Après, il ne faut pas que ça devienne, si vous voulez, un enjeu de carrière pour tous les gens qui en ont la possibilité. C'est peut-être naïf ce que je dis, mais il faut garder des gens qui soient dynamiques, qui soient sur le terrain, qui aient une expérience des épidémies, si vous voulez, pas purement des administratifs. Mais, docteur, aujourd'hui, quel biais ou erreur voyez-vous dans les études qui ont contredit vos résultats? Oh, mais, si vous voulez, la pire d'entre elles, c'est l'étude anglaise qui a été faite dans lequel le premier jour il donnait des doses toxiques d'hydroxychloroquine. Ça avait donné 2,4 grammes d'hydroxychloroquine le premier jour. Personne ne fait ça. Donc les doses maximum qu'on donne c'est 600 mg. Donc ça fait 4 fois la dose, si vous voulez, de ce que nous on donnait. Et là, vous pouvez avoir là des troubles du rythme cardiaque. Donc manifestement, les gens qui ont fait ce protocole ne savaient pas ce qu'était la toxicité de l'hydroxychloroquine. Et par ailleurs, une partie d'entre eux étaient traités sans avoir de test diagnostic. Donc c'est la plus mauvaise étude, Recovery, et c'est l'étude qui a été utilisée par l'OMS, par le monde entier, alors que c'est une étude qui, sur le papier, on voit bien que il faut pas faire ça. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est de la mauvaise médecine. Mais aujourd'hui, vous avez quand même des nouveaux éléments ou études récentes qui confirment vos hypothèses. Vous avez ça? Ah ben oui, nous on a publié après une étude sur 30 000 cas, les Chinois ont publié une étude sur 30 000 cas, Nick White, qui est un très grand tropicaliste aussi, a fait une étude qui a les plus grandes difficultés à faire sur la prophylaxie avec l'hydroxychloroquine, qui a fait en Inde et en Thaïlande, qu'il a publié, qui montre que ça marche très bien. Puis en tout, il y a plus de 200 études qui ont utilisé l'hydroxychloroquine, et à part deux, dont celle de Recovery, qui est une étude de fou, si vous voulez, tout montre qu'il y a un avantage à utiliser l'hydroxychloroquine. Mais de base, déjà, docteur, si on parle, est-ce que le Covid, est-ce que c'était une réalité ou bien c'était une illusion, soit une utopie qu'on avait mis le monde? En tout cas, non, ça existe, c'est certain, mais il y a eu un fantasme sur la gravité de cette maladie qui a été considérable. Encore une fois, nous-mêmes en France, si vous voulez, il y a personne n'est mort en dessous de 55 ans. Donc tous les gens qui sont morts avaient plus de 55 ans, et la moitié de ceux qui sont morts avaient plus de 85 ans. Donc si vous voulez, c'était pas une bombe atomique, hein. Non, c'est pas une bombe atomique. Donc vraiment, nous continuons avec le docteur. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je pense que vous êtes pris, mais on peut quand même vous poser la toute dernière question. Avec les temps, quel bilan faites-vous de l'utilisation au nom de l'hydroxychloroquine dans le monde? Bon, ben encore une fois, il y a beaucoup de gens l'ont utilisé. Beaucoup de gens l'ont utilisé en Afrique, beaucoup de gens l'ont utilisé au Brésil, beaucoup de gens l'ont utilisé un peu partout, et y compris en France. Bien que théoriquement, les gens n'ont pas le droit de se débrouiller pour s'en procurer. Donc, si vous voulez, l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine a été très 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 large. Merci, docteur. On ne vous prend pas beaucoup de temps. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et puis, je pense bien qu'on pourra vous chercher peut-être prochainement pour parler plus. Merci beaucoup à la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Et vous allez suivre l'intégralité de la conférence. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue ici au Club Suisse de la Presse. Nous avons le plaisir d'accueillir une rencontre aujourd'hui avec Didier Raoult, qui est organisée par l'association e-Convergence. e-Convergence organise ce soir un dîner-repas en présence de Didier Raoult. Et pour cette raison, il y a cette rencontre cet après-midi au Club Suisse de la Presse. Didier Raoult est microbiologiste, il est créateur de l'IHV Méditerranée Infection à Marseille et il publie aujourd'hui chez l'éditeur Lafon, en collaboration avec Michel Drancourt, un livre intitulé « Les cold cases de l'histoire, quand la microbiologie révèle les histoires du passé ». Cette discussion
Elle sera animée par deux journalistes, Amel Debay, journaliste à l'Impertinent, et Daniel Vermousse, qui est ici et qui est journaliste lui aussi. Je rappelle, comme ça a déjà été dit dans l'invitation, que cette rencontre s'inscrit ici au domaine de Pente dans un esprit de dialogue, dans un esprit critique aussi, et de respect de la liberté d'expression. À ce propos, et pour conclure cette très brève intervention, je convoquerai Voltaire qui disait à son adversaire dans un débat « Je me battrai passionnément contre vos idées et tout aussi passionnément pour que vous puissiez les exprimer ». Puissions-nous tous ensemble, ici au domaine de Pente, comme ailleurs dans le monde, aussi être animés, comme Voltaire, de ces mêmes intentions. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, je vous cède la parole pour l'organisation de ce débat-rencontre. À la suite de cette présentation, il y aura des questions. Priorité sera donnée aux journalistes dans la salle et puis évidemment à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre la parole dans l'esprit de dialogue qui préside à ce lieu. Je vous passe la parole, peut-être à vous, Monsieur Vermousse. Alors, voilà le fameux livre, qui donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou pas encore eu le temps de se le procurer, je vais faire un très bref résumé qui sera corrigé, je l'espère, par l'auteur, si jamais. Donc, il s'agit d'une étude de la paléomicrobiologie et qui retrace l'impact, au fond, des agents infectieux sur l'histoire humaine. On apprend aussi des tas de choses sur des personnages historiques comme Saint-Louis, qui serait en fait mort du scorbut, ou des suites du scorbut, ou du peintre italien Caravage, mort à la suite d'un duel, des blessures du duel, donc qui aurait été exploité par un staphylocoque doré. Mais on apprend aussi des choses plus générales sur le fait que notamment les virus peuvent, au fur et à mesure qu'ils mutent, ils atténuent leur virulence, leur capacité épidémique. Et il y a aussi le fait que aujourd'hui, on est un peu inquiet d'une possible augmentation des épidémies due à la population très nombreuse sur Terre, de populations humaines, et aussi à la masse d'animaux domestiques qui sont des relais de transmission, comme on le sait, de tous ces agents infectieux. Donc la première question que j'aimerais poser au professeur Raoult, c'est: faut-il réellement craindre le retour annoncé du Covid, puisque c'est un peu l'actualité aujourd'hui, à travers le fameux variant dénommé Frankenstein? Tout est dans le nom. Donc, si on l'appelait Frankenstein, c'est pour foutre la trouille. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Mais biologiquement, il n'y a pas de raison d'avoir perdu. C'est un virus qui est un recombinant entre deux variants de Omicron qui, a priori, ne donnent pas de forme particulièrement sévère, en tout cas, pas qu'on ait observé. Donc, c'est l'évolution des virus, qui est une évolution très intéressante. Je cherche d'ailleurs pas du tout à relever des imperfections de la compréhension des virus. À peu près, en tout cas, mon analyse, c'est que la compréhension des virus, y compris chez beaucoup de spécialistes, était très modeste, en particulier parce qu'il y avait un grand retard mondial sur la séquence des virus. Et moi, j'ai eu la surprise, on a été les premiers à dire qu'il y avait un variant. On dit ça en juillet 2020. Et moi, j'ai eu la surprise, mon ministre, et puis d'avoir le responsable virologue conseiller de dire qu'il n'y avait pas de variant dans ce virus, il faut que vous sachiez, il n'y a pas de virus qui ne mute pas, ça n'existe pas. Après, il mute à une plus ou moins grande vitesse. Les virus ARN, l'ARN, quand vous dupliquez l'ARN, y compris mécaniquement, il y a au moins une erreur pour 10 000 bases. Pour l'ADN, c'est une erreur pour 1 million de bases. Donc c'est pour ça que les grandes théories de l'évolution disent que la première invention, c'est l'ARN, avec sa grande variabilité, et la stabilisation de l'information, c'est l'ADN, parce que c'est beaucoup plus robuste, donc il y a beaucoup moins de variabilité, mais il y a de la variabilité aussi, et donc vous n'avez pas 2 cellules dans votre corps qui est exactement le même génome, c'est pas vrai.
Parce qu'il y a tellement de bases qu'il suffit, à chaque fois qu'on se dédouble, qu'on se multiplie, eh bien, il y a des petites modifications. Et dans un certain nombre de cas, c'est ce qui éventuellement entraînera un cancer. Donc, la variabilité du vivant, ce qui est un point aussi qui a fait question. J'espère que je vais heurter personne, mais il y a eu un grand débat au moment où on a découvert les virus. Quand on a découvert les virus, au début du XXe siècle, si vous voulez, il y a un grand débat entre deux personnes très intelligentes, l'un qui était prix Nobel de médecine et de physiologie, et l'autre qui était prix Nobel de chimie. Le chimiste est le premier à avoir cristallisé un virus qui était le virus de la mosaïque du tabac. Et il a dit, puisque c'est un cristal, c'est une biomolécule, c'est pas vivant. D'accord ? Et donc ça signifiait derrière que l'idée de la mutation du vivant était quelque chose qui ne faisait pas partie de la définition de virus. Tandis que l'autre hypothèse sur les virus, c'est que les virus, qui étaient faits par des gens que je connais très bien, parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, les bactéries intracellulaires, considéraient que les bactéries intracellulaires étaient quelque chose qui était intermédiaire entre les virus et les bactéries, d'accord, et que les bactéries étaient des réductions. Au fur et à mesure que vous viviez de plus en plus longtemps dans une cellule, vous vous débarrassiez de toute une quantité de gènes qui ne vous servaient plus à rien parce que vous viviez à l'intérieur d'une cellule. Ce qui est vrai pour les bactéries intracellulaires, mais enfin, elles ne deviennent jamais des virus. Hein. Mais elles deviennent, par exemple, des mitochondries. Vous avez tous des bactéries dans le corps qui sont des Rickettsia, je suis désolé, c'est sur quoi je travaille, qui sont devenus des mitochondries et qui vous permettent d'utiliser l'oxygène. Donc cette variabilité, ce mélange des êtres vivants entre eux, c'est une base. Et donc ce qui s'est passé sur ce virus, premièrement, effectivement, des variants sont apparus. Le mot variant a été accepté ici, à côté de chez vous, par l'OMS, à partir du moment où il y avait un variant anglais. Tant que c'était les miens, il n'y avait pas de nom. Mais à partir du moment où il y a un anglais, il a eu un nom. Il faut dire que je ne participe pas à ces réunions, donc je ne peux pas leur en vouloir. Et deuxièmement, on a vu assez rapidement, je crois qu'on était les premiers à publier ça, qu'il y avait entre l'alpha et le delta des virus recombinants, parce qu'on avait une jeune femme immunodéprimée qui a eu un virus alpha pendant 1 an, puis qui a eu un virus delta tout en conservant une infection chronique par ce virus alpha du fait de son immunodépression. Et on a vu tous les stades de réappariement entre les deux, jusqu'au moment où il y en a un qui a fini par s'imposer et qui est devenu le variant qu'il y avait. Voilà. À quel moment est-ce qu'on peut décréter que ce virus est devenu endémique et que... C'est de l'épidémiologie. Ça veut dire il est endémique quand il sévit tout le temps. Donc c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc il va pas. Il y a peu de chances de voir. C'est très la vie des coronavirus. C'est une chose qui est imprévisible. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous prédit quelque chose, moi, de manière, par principe, je ne crois jamais les prédictions. On peut faire des prédications en arithmétique, mais dans le vivant, c'est trop complexe et notre degré d'ignorance est trop important pour faire des prédictions. Mais ce qui s'est passé, on avait bien observé, avant celui-là, il y avait eu 2 émergences de coronavirus qui sont aussi, enfin, il faut dire que ça vient de chauves-souris, tout ça, hein, donc, qui sont aussi issus de chauves-souris. L'un qui était le premier SARS, qui a donné une épidémie incompréhensible à Hong Kong, que même maintenant on n'arrive pas à analyser. Il y a des gens qui ont été contaminés, qui étaient à plus de 50 mètres ou 100 mètres de l'hôtel. Comment est-ce qu'ils ont attrapé ça? Ils ont des anticorps. C'était en quelle année? C'était très tranché, 2003. Et puis, ça a disparu, sauf, et il n'y a pas eu de rebond, sauf un voyageur, parce que les voyageurs sont partis un peu partout. Je ne sais pas s'ils sont venus en Suisse, mais enfin en France, on a eu 1 ou 2. Il n'y a pas eu de cas secondaires, et le seul endroit où il y a eu une micro-épidémie, c'est à Toronto. Et ça s'est arrêté là, dans le personnel soignant. D'accord ? Et le virus a disparu. D'accord ? Et puis il y a un autre coronavirus qui est apparu, dont on sait qu'il vient lui aussi des chauves-souris, mais qu'il est passé par les chameaux, et qui a donné le MERS coronavirus, c'est le coronavirus d'Arabie Saoudite. Il reste mystérieux, celui-là. Il n'a jamais donné d'épidémie, il a donné des cas sporadiques et puis des cas de transmission personnelle médicale. Bien sûr, le personnel de santé, le personnel le plus exposé aux maladies épidémiques. On appelle ça les sentinelles de l'épidémie. On sait que quelque chose est contagieux quand un médecin a la même maladie que le malade qu'il a vu la semaine d'avant. Et donc on découvre que c'est contagieux. C'est comme ça que le SARS a été trouvé, c'est comme ça que le MERS corona a été trouvé. Mais dans le MERS corona, on ne sait pas pourquoi. Il y en a chez les chameaux. Il n'y a pas que des chameaux qu'en Arabie Saoudite, il y a des chameaux partout autour
qui sont porteurs. Dans le nez, on trouve du MERS corona, mais les humains ne font pas de MERS corona. Et donc, on se pose la question de l'hôte intermédiaire, puisqu'il y aurait un deuxième hôte intermédiaire en dehors du chameau. Et il est possible, enfin en tout cas moi c'était ma théorie quand je discutais avec eux, que ce soit les babouins, parce qu'en Arabie Saoudite il y a des troupes de babouins, de plusieurs centaines de babouins qui vivent à proximité, qui sont anthropisés, qui vivent très très proches. Voilà, et donc les virus, donc une des choses, je voudrais revenir sur mon livre, là, que vous l'achetiez, enfin, une des choses que l'on a regardé, on a inventé ce champ que j'ai appelé la paléomicrobiologie avec, pareil, ça a été une bagarre absolument terrible parce que on se battait, c'était un destin, on se battait contre la peur de l'époque, qui est la peur des années 90, ceux qui sont suffisamment âgés doivent s'en souvenir, qui était qu'on ait une épidémie de fièvre hémorragique. Alors ça devait être Ebola ou Marbourg, etc., qui allait donner une énorme épidémie hémorragique. Et il y avait deux best-sellers extraordinaires, il y avait des projets scientifiques très importants de l'NSF que j'ai revués moi-même, hein, donc je sais de quoi je parle, en réalité, on s'est trompé, la peste, c'était pas la peste, c'était une épidémie de fièvre hémorragique. Et ça, c'était lié à une ignorance de l'histoire et des textes très très particuliers, parce qu'en réalité, ça a été très très bien décrit cliniquement en France, la peste, et donc fièvre hémorragique, ça ne donne pas un gros ganglion qui suppure, ça n'existe pas. Si vous regardez c'est même une curiosité culturelle, vous n'avez qu'à regarder les peintures de Saint-Roch. Saint-Roch, c'est le saint de la peste, et vous voyez qu'il montre son naine, qui est un bubo, c'est l'aine, hein, ça veut dire c'est les ganglions de l'aine. Donc on savait très bien qu'il n'y a qu'une maladie qui donne des ganglions de l'aine, c'est la vraie peste, celle qui a été découverte par un Suisse d'ailleurs. Hein. Hier soir, les gens l'hommage acquis de droit, hein. Yersin était suisse. Mais tout de même, dans votre livre, vous évoquez l'augmentation probable du nombre d'épidémies, et peut-être d'épidémies dangereuses qui pourraient survenir. Est-ce que, si c'est le cas, si on a quelque chose de vraiment dangereux, est-ce que les mesures qui ont été appliquées pendant l'époque Covid restent pertinentes? Sur l'épidémie, j'essaie de l'expliquer là, puis on va rebondir. Vous savez que c'est difficile de me contrôler. Pour avoir une épidémie, il faut qu'il y en ait beaucoup de la même espèce au même endroit. Il faut de la densité et du nombre. Sinon, il n'y a pas d'épidémie. Il y a les cas sporadiques. Il faut que ça puisse se transmettre. Pour que ça se transmette, et puis, au fur et à mesure de la mondialisation, donc on estime que les premières épidémies sont arrivées au tout début de la formation des grands villages, des petites villes, parce qu'il faut bien qu'il y ait une transmission qui se fasse. Ultérieurement, bien entendu, il y a eu un pas majeur qui s'est fait dans les épidémies, que je raconte là-dedans, qui a été la communication. Je ne veux pas dire la découverte de l'Amérique, parce qu'il y avait des Américains qui vivaient très bien avant qu'on les découvre, donc ils n'ont pas été découverts, mais ils ont été rencontrés par les Européens, et ils ont échangé toute une quantité de choses, et je dis souvent ça pour mettre ça en perspective. Bien sûr, des maladies épidémiques, ils nous ont donné la syphilis, mais ils nous ont donné le typhus aussi, mais nous on leur a donné la typhoïde, on leur a donné la rougeole, on leur a donné la variole. D'accord ? Et la typhoïde, c'est un phénomène, on sait ça depuis extrêmement peu de temps, c'est sur le modèle de ce que nous avons mis au point pour détecter les épidémies, ça a été trouvé chez les Aztèques, où il y a un massacre considérable chez les Aztèques qui est dû à la typhoïde. Les Grecs, en utilisant la même méthode que nous, ont montré que la peste d'Athènes, c'était la typhoïde aussi. D'accord ? Donc il y a des choses qui s'éclairent, et ça, c'est une maladie qui est strictement humaine, épidémique, et qui continue. Vous voyez, il y a deux outils qui nous permettent de voir les choses. C'est beaucoup la séquence, quand même, la séquence moléculaire. Sur la typhoïde, ça, je suis content, mais ce n'est pas du tout un travail qu'on a fait nous, c'est un travail de gens qui ont travaillé en parallèle à ce qu'on fait, qui est magnifique, qui est les gens du Sanger Center, et par qui il a séquencé, je ne sais pas combien, 40 000 souches de typhoïde contemporaines. Et c'est seulement quand on a séquencé ces souches qu'on s'est rendu compte que 60% des typhoïdes de la surface de la Terre étaient une épidémie pure due à un clone. C'est-à-dire, au départ, une seule souche, qui s'est répandue de partout, qui est partie d'Inde, qui a remonté l'océan Indien, qui est arrivée dans la corne de l'Afrique, qui est descendue en Afrique, et qui a... Donc c'est des épidémies, il y a beaucoup d'épidémies qui sont invisibles. Les staphylocoques multirésistants, en réalité, c'est des épidémies dues à 2 ou 3 clones qui sont nés dans quelque chose sur lequel je reviendrai, qui sont dans les élevages de poules. Et ils sont résistants, c'est pas la faute des médecins généralistes, hein, c'est la faute des agriculteurs et des vétérinaires,
qui bourre d'antibiotiques, en pratique. Même quand c'est interdit en Europe, c'est interdit. Les antibiotiques sont considérés, y compris toujours actuellement aux États-Unis, comme étant des facteurs de croissance. Ça fait grossir les animaux jeunes. Donc c'est interdit depuis 1972 théoriquement en Europe, où c'est remplacé par les probiotiques. Donc faites attention, il y a des probiotiques qui sont utilisés pour faire grossir les animaux, faire grossir les petits. Donc c'est pas toujours bon, les probiotiques. Il y a ceux qui font grossir, ceux qui ne font pas grossir. Mais comme on continue dans les élevages à les utiliser pour éviter les épizooties, les épidémies animales. Et donc s'il y a un cas de diarrhée par exemple, eh bien vous pouvez traiter les 300 000 poules que vous avez avec des antibiotiques, il y a une pression considérable. Donc on sait ça, les gens se sont beaucoup posés de questions de savoir pourquoi il y a une telle épidémie, en particulier en ville, pas seulement à l'hôpital. À l'hôpital, il y a une pression bien sûr d'antibiotiques qui est très importante parce que les gens, c'est très dense et il y a beaucoup d'antibiotiques utilisés. Mais en ville ou à la campagne, la pression est faible. C'est pareil sur le Escherichia coli. Donc Escherichia coli, on s'est rendu compte seulement récemment, au XXIe siècle, que les infections urinaires, en particulier les cystites, les infections urinaires de la femme, ont été une épizootie. C'est-à-dire c'est dû à une épidémie essentiellement chez les poules, d'accord, et que cette épidémie chez les poules donne des Escherichia coli qu'on appelait avant les Escherichia coli aviaires, des oiseaux, si vous voulez, et quand on les mange, les femmes qui mangent ça sont susceptibles de faire une infection urinaire avec, et on le sait seulement parce que par la séquençage, on a identifié, en France, il y a eu, je sais pas, jusqu'à 40% des infections urinaires qui étaient dues à 3 clones qui étaient d'origine aviaire. Et pratiquement toutes les Escherichia coli qu'on trouve dans les cystites sont d'origine aviaire, viennent des oiseaux. Et donc, dans ce livre, je fais une théorie que bon, pour l'instant, je ne me suis pas contredit. Ne vous imaginez pas que je me contredise jamais, je me contredis assez souvent. Mais un des éléments qui était très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe avec la grippe, qu'est-ce qui se passe avec les coronavirus dans l'histoire. Alors, avec Michel Danco, moi j'ai commencé à regarder dans la pulpe dentaire par technique moléculaire, le PCR, dont vous avez tous entendu parler, et séquencer ça. Très bien. Parkhill, celui dont je vous parlais pour la typhoïde, lui a fait ça dans le tartre, dans les dents qui restent, dans les squelettes, il n'y a pas grand-chose, il y a les os et les dents. Les dents, la pulpe dentaire, c'est magnifique parce que c'est un petit tissu très vascularisé, donc si vous l'ouvrez, il faut avoir des dentistes, ça c'est très précis. Si vous l'ouvrez, vous trouvez une poudre dedans, vous faites la PCR, non seulement ça, mais on a mis des photos, on voit 3000 ans après, on voit toujours la structure, les globules rouges, les globules blancs, c'est incroyable, la manière dont c'est conservé est juste incroyable. Donc nous, on s'est d'abord servi de ça. Et puis Parkhill a commencé, lui, à gratter le tartre, et il est parti du néolithique jusqu'à maintenant, pour regarder ce qu'on trouvait comme bactéries. Vous voyez que c'est devenu la grande mode, la métagénomique pour le microbiote, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme bactéries? Et il trouve une fracture dans la composition des bactéries à partir du XVIIIe siècle, où on commence à trouver les streptomutans, et ça, c'est le sucre. Et ça, nous, quand on a lu ça, on a repris les squelettes dans le temps, c'est les caries. Donc les caries, c'est l'industrialisation du sucre qui modifie le microbiote dentaire, qui introduit les streptos avides de sucre dans les dents, et qui fait que eh bien, beaucoup de gens ont des caries, en particulier quand ils mangent du sucre. Quand ils mangent plus de sucre, il n'y a plus de caries. Donc c'est directement dépendant du taux de consommation de sucre. Donc nous, ça nous a donné, très bien, ça nous a donné l'idée de regarder dans le tartre, puisque jusqu'à présent on a regardé dans la pulpe dentaire, donc de gratter le tartre, et d'autre part d'utiliser d'autres techniques, en particulier pour les virus ARN, parce que les virus ADN, ou l'ADN en général, ça se conserve pas mal. Mais l'ARN, ça se conserve assez mal, et donc pour les virus ARN, c'est très compliqué. Mais, heureusement, quand on a fait ça, Michel Danco a fait, alors ça c'est vraiment sa partie de son travail à lui, il a commencé à regarder les protéines. Et là, les protéines de virus ARN, elles se conservent aussi bien que les protéines de virus ADN. Et puis, on a regardé, c'était l'étape suivante. Alors, il y avait une équipe qui avait fait ça il y a une quinzaine d'années, on regardait ça avec scepticisme. Vous savez, quand les autres font un travail pour la première fois, on regarde toujours ça avec scepticisme, y compris nous. Mais nos travaux aussi, ne vous inquiétez pas, les gens les regardent avec scepticisme tant qu'il n'y a pas une autre équipe qui l'a fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et donc, Michel a fait de la sérologie dessus. C'est-à-dire qu'on peut faire la sérologie, là, par exemple, une des choses qu'il a fait, la sérologie de la syphilis chez quelqu'un qui est mort il y a 5 siècles. D'accord?
Et donc, on a regardé avec ça. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est, bien sûr, c'est l'actualité. Donc, c'est des choses qui ont été faites les 2 dernières années. C'est la grippe et les coronas. D'accord ? Alors, les coronavirus du groupe du Covid, pas le Covid, le groupe du Covid, on en a trouvé jusqu'au XVIe siècle. Donc, au XVIe siècle, il y avait déjà des coronavirus qui circulaient et qui donnaient pneumopathie. D'accord ? Pour la grippe, il n'y a rien que l'on ait trouvé avant la Première Guerre mondiale. Et donc, mon avis, jusqu'à ce qu'on change, mais pour l'instant, qui est confirmé par des travaux récents, qui ne sont pas encore dans le livre, qui ne sont pas encore publiés, mais parce qu'on a testé maintenant un certain nombre de dents du 19e siècle, c'est qu'il n'y avait pas de grippe avant le 20e siècle. Que ça commence avec la grippe espagnole, qui est colossale, qui bouleverse le monde, qui tue beaucoup de gens. Et pourquoi est-ce que ça commence à ce moment-là? C'est à ce moment-là qu'on commence à pouvoir faire des élevages intensifs de poules, parce qu'on les supplémente, en particulier en vitamines. Et donc on commence à pouvoir les élever, comme vous avez vu, dans des hangars, là, où on en met des milliers là-dedans. Oui. Et alors quand vous mettez comme ça des bestioles, des milliers de bestioles les unes à côté des autres, elles se transmettent tout ce que vous voulez. Et vous savez bien que le virus de la grippe, il vient des poules, il vient des oiseaux. Avec souvent, comme pour ce qui est venu des chauves-souris, un autre intermédiaire, qui est souvent le porc. Ça a été souvent le porc parce que il y a des co-élevages, en particulier, c'est pour ça que ça vient souvent de Chine, il y a des co-élevages de poules et de porcs à haute densité, et donc les poules, de temps en temps, ont des virus qui se mélangent avec les virus de porc, et ça donne un virus qui fait un saut d'espèce plus facile. Donc ça fait un autre intermédiaire qui fait un saut d'espèce plus facile pour attaquer l'homme. Donc voilà, c'est des leçons qu'on peut prendre de la paléomicrobiologie. Mais professeur, excusez-moi de vous couper. Donc là, on a plongé dans l'histoire avec ce livre, mais qu'est-ce que l'histoire nous dit du futur? Qu'est-ce que vous avez appris qui pourrait nous donner des notions de comment la prochaine pandémie pourrait... Encore une fois, ce que déjà nous, moi j'ai énormément travaillé, surtout que c'était le seul champ où j'avais accès à toutes les données sans qu'on puisse m'en empêcher. J'ai beaucoup travaillé sur l'évolution des séquences génétiques du Covid. Ce qu'on voit, ce qui moi m'a expliqué des choses, mais ce qui a été trouvé aussi dans la paléomicrobiologie, c'est que les clones infectants comme ça ont la plupart du temps une durée de vie limitée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je disais au début, vous savez, ça devrait durer 3 mois, ça fait une courbe en cloche comme ça, puis ça s'arrête. Sauf si, bien entendu, il y a des mutations qui permettent de voir apparaître un nouveau variant qui lui-même va donner une cloche qui va durer plus ou moins comme ça. Alors ça, on sait pourquoi maintenant, c'est-à-dire que quand il y a un variant comme ça qui apparaît, quand il y a un variant comme ça qui apparaît, bien entendu, il n'arrête pas de muter. Il fait même plus que muter, ça c'est une chose qui est très troublante. Il ne faut pas croire, si vous lisez, je m'excuse, vous le vérifierez, si vous lisez qu'on a analysé, on connaît le génome d'un virus, il ne faut pas le croire, ça n'existe pas. Ce que vous connaissez, c'est un truc que vous connaissez bien en Suisse, c'est le génome démocratique. Parce que un virus, quand vous faites multiplier un virus, et que vous ressortez avec 10 puissance 8 ou 10 puissance 10 copies, pratiquement toutes les copies ont au moins une base de différence. Donc pour reconstruire tout ce qui est publié, 100%, pour reconstruire les choses, on fait un artefact, d'accord, qui est de dire, voilà, à la place 1, il y a 3 fois A, 2 fois C, 1 fois T, on va l'appeler A. À la place 2, il y a 3 fois C, 1 fois A, 2 fois T, on va l'appeler C. D'accord ? Mais c'est pas vrai. Les virus n'ont pas une séquence unique. C'est pas vrai. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et donc quand nous on a appelé ça, on vient de baptiser ça la horde sauvage, quand vous toussez sur quelqu'un avec un corona, vous ne lui envoyez pas une séquence, vous lui envoyez peut-être 10 ce qu'on appelle des quasi-espèces, si vous voulez, différentes, dont on ne sait pas très bien. C'est peut-être une des choses qui explique la variabilité de la clinique, si vous voulez, chez les gens au cours d'une maladie qu'on étiquette de la même manière, dont on ne sait pas très bien ce que ça signifie en fonction de la proportion des différentes quasi-espèces. Le seul domaine qui a été exploré pour ça, et c'est pas nous qui l'avons fait malheureusement, c'est un travail d'un type qui a fait ça pendant 20 ans, c'est d'expliquer dans la rougeole, on voyait qu'il y avait 2
variants majoritaires au cours des rougeoles, un variant qui était majoritaire dans l'appareil respiratoire, c'était découvert dans le Covid aussi, hein, il y a des variants majoritaires en fonction des viscères, et puis un variant majoritaire dans les organes digestifs, d'accord ? Et lui, au départ, son hypothèse, il a dit, mais on est infecté par un virus, et puis ce virus, en multipliant, il fait un variant qui va aller dans le tube digestif et infecter ou pas. Et après, il a compris que pas du tout. Non, c'est l'infection, depuis le départ, est avec les deux variants, en proportion plus ou moins importante, ce qui fait que les symptômes vont être plus ou moins respiratoires ou généraux. D'accord ? Et c'est ce que nous, on appelle la horde sauvage, c'est-à-dire, effectivement, quand vous êtes infecté par toute une bande de virus. Il y en a un qui est dominant, ou qui est plus rapide que les autres, mais il y a les autres aussi. Et donc, on n'est pas... Et en réalité, on savait ça pour le sida, par exemple, depuis bien longtemps. Hein. Nous, on avait travaillé sur les quasi-espèces du sida. On savait... C'est une des raisons pour lesquelles on voulait, c'était un autre sujet de discorde, on voulait séquencer nous-mêmes, on avait fait un centre de séquençage très important pour le virus du sida, parce que vous pouviez voir que dans les séquences minoritaires, il y avait des séquences qui portaient les mutations de résistance aux antiviraux. D'accord ? Donc le virus n'était pas résistant. Si vous le testiez par un test biologique, il n'était pas résistant. Si vous regardiez les séquences, si vous l'externalisez pour le faire dans le privé, ce qui a été fait par 90% des gens qui ne voulaient pas s'embêter à apprendre la séquence. C'est compliqué au début d'apprendre la séquence. Donc, ils vous rendaient en réalité la séquence démocratique. Mais si vous regardiez, vous, la séquence, alors qu'on n'avait pas le degré de précision qu'on a maintenant par séquence, on fait 1000 à 10 000 copies. Hein, donc, même s'il y en a des très rares, on les voit. Mais même à cette époque-là, s'il y avait 10% des séquences qui portaient une mutation de résistance, vous pouviez l'identifier et dire, écoutez, voilà, dans 3 mois, il sera résistant. D'accord ? Donc, le phénomène de quasi-espèce, c'est un phénomène qui avait déjà une utilisation, si vous voulez, dans le sida, très, très notable, hein, très, 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 très importante. Donc, et ce qu'on voit, c'est effectivement ces virus, au fur et à mesure qu'ils mutent, pour la plupart des virus, ils ont deux destins, si j'ose dire, ou bien alors ces mutations font qu'ils ont une co-adaptation avec leur hôte. Et ça, généralement, on connaît ça depuis la myxomatose, vous les regardez, c'est pas trop truqué, mais c'est pas d'enjeu. Alors, regardez la myxomatose sur votre source habituelle, vous allez voir, c'est un truc qu'on avait importé pour tuer les lapins en Australie, puis ça a tué trop de lapins, puis ça a exterminé tous les lapins, puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça tuait beaucoup moins de lapins, et que le virus, qui était un poxvirus, hein, avait muté, et que donc il ne tuait plus les lapins à cette vitesse-là, c'était comme ça. Donc il y a une co-adaptation. Et il y a des virus qui ont eu cette adaptation. Le plus long qu'on connaisse, avec la paléomicrobiologie, quand on a commencé, les premiers papiers, c'est 1997. Mais ça se multiplie beaucoup maintenant, parce qu'avec les outils qu'on a, c'est plus simple. Mais s'ils sont de moins en moins dangereux, à savoir, par exemple, le dernier variant du Covid, là, est-ce que la dangerosité baisse avec le temps ? Et assez souvent, en tout cas c'est le cas de la myxomatose. Encore une fois, moi, vous ne me ferez pas prédire quoi que ce soit, parce que je ne suis pas bien Nostradamus habitait juste à côté de chez moi, mais je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un gourou, je ne fais jamais de prédiction, et je ne sais pas la faire. Le monde est trop compliqué. Déjà, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à l'observer, et que si on l'observait plus, on dirait moins de bêtises. C'est mon opinion. Donc, on a bien compris votre prudence, et puis elle est tout à fait louable. Mais la question qu'on aimerait quand même poser pour le futur, c'est en cas d'épidémie ou d'infection réellement dangereuse pour l'humanité, est-ce que les mesures de confinement, de restriction de toute une série de libertés qu'on a connues seraient justifiées s'il y avait un réel danger beaucoup plus fort que le Covid? Écoutez, je vais vous dire, je suis un scientifique, mais surtout j'ai commencé, si vous voulez, par être un docteur. D'accord? Et docteur avec une maladie infectieuse, ce qui est une denrée rare, hein, puisque, y compris nous, dans notre gouvernement, les gens disaient, écoutez, il faut sortir le côté artisanal de la médecine. Il faut enlever ça aux médecins. Il faut que ce soit des gens sérieux qui s'occupent de ça. Bill Gates, pardon. Des gens sérieux qui s'occupent de ça, pas des docteurs. Mais nous, dans la médecine, on disait, voilà, 1, il faut avoir les signes. 2, il faut faire le diagnostic. La maladie infectieuse, c'est faire un diagnostic. Soit on trouve une trace de la bestiole, soit on trouve des anticorps contre la bestiole. Et un traitement, c'est-à-dire on prend ce qu'on a pour traiter. Voilà, ça c'est les maladies infectieuses.